Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le roi est mort, vive le roi. Le Brésil a entamé ce vendredi un deuil national de 3 jours après le décès du roi Pelé, considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps. Une bonne partie de ce journal lui est consacrée, avec notamment des réactions en Afrique et ailleurs. Pour beaucoup de familles, la fin d'année signifie retrouvailles et festivités. Mais pour les déplacés en RDC qui ont fui les affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée, le nouvel an sera différent. Notre correspondant a fait le tour d'un camp non loin de Goma. Au Cameroun, seules 72 ONG sont officiellement reconnues comme telles. Toutes les autres fonctionnent plus ou moins dans la clandestinité. Le gouvernement a donc décidé d'aller en guerre contre les hors-la-loi. On le disait en titre, le Brésil a donc entamé ce vendredi un deuil national de 3 jours après le décès du roi Pelé, considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps et pleuré à travers la planète. Le footballeur brésilien, dont le talent extraordinaire et les réalisations inégalées ont fait de lui une icône mondiale, est décédé jeudi à l'âge de 82 ans. Mais qui était cet homme sorti de la pauvreté pieds nus pour devenir l'un des athlètes les plus grands et les plus connus de l'histoire moderne? Nous le découvrons avec Nani Talani. Pelé, dont le vrai nom est Edson Arantes do Nascimento, est largement considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Pourtant, rien ne semblait prédisposer à une telle reconnaissance planétaire le petit Edson, qui devait vendre des cacahuètes dans la rue pour aider ses parents. Pelé avait appris le football avec son père, un joueur semi-professionnel à la carrière brisée par une blessure au genou. Puis, enfant, il voit son père pleurer lors du Maracanazo de 1950. Mon père avait l'habitude de dire « Oh, les hommes devraient être forts, les hommes ne pleurent pas ». Puis, j'ai vu mon père pleurer quand le Brésil a perdu le match contre l'Uruguay. Puis je lui ai dit, « Papa, ne t'inquiète pas, je vais gagner la Coupe du Monde pour toi. Ne t'inquiète pas. » J'avais 9 ou 10 ans. Puis, 8 ans plus tard, j'étais en Suède avec le Brésil, un jeune de 17 ans, et le Brésil a remporté la Coupe du Monde. C'est un cadeau de Dieu, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce que j'ai promis à mon père. La carrière de Pelé a débuté en 1956 à Santos. Il n'avait que 15 ans. En 1957, il a été sélectionné dans l'équipe nationale du Brésil en vue de la Coupe du Monde de 1958 et devient le plus jeune joueur à remporter le trophée du mondial à 17 ans, un record qui tient toujours. Il est le seul joueur à avoir remporté la Coupe du Monde à 3 reprises, en 1958, 1962 et 1970. En 1975, il accepte une offre pour jouer dans la toute jeune ligue nord-américaine de football pour environ $1 million par an. Pelé a mené le New York Cosmos au titre de champion de la ligue en 1977 et a attiré des millions de fans vers un sport qui semblait auparavant inaccessible aux Américains. Pelé est le joueur du siècle, certainement. Nous ne pouvons rien dire de plus. J'étais très heureux et fier d'avoir la chance de jouer avec lui au New York Cosmos pendant 1 an. Pelé, élu athlète du siècle par le Comité international olympique en 1999, a été un sportif hors du commun. Il a été le meilleur buteur de tous les temps de l'histoire du foot, inscrivant un nombre record de 1281 buts en 1366 rencontres, soit une moyenne de 0,94 buts par match selon la FIFA. Pelé luttait depuis des mois contre un cancer du côlon. Il laisse dans le deuil 6 enfants connus et des millions de fans éplorés à travers la planète. L'enterrement mardi se déroulera en revanche dans l'intimité familiale après un cortège suivant le cercueil dans les rues de Santos, ville portuaire à 80 km de Sao Paulo, qui a décrété pour sa part un deuil de 7 jours.
Le décès hier au Brésil de la légende Pelé a retenti partout dans le monde et touché plusieurs générations d'amoureux du ballon rond. Au Cameroun, on salue la mémoire d'un footballeur exceptionnel. Écoutons ces réactions recueillies dans les rues de Yaoundé par notre correspondant Emmanuel Juntap. Nous qui avons la cinquantaine passée, on a découvert le roi Pelé en fin de carrière, jouant dans Cosmos de New York. Nous l'avons également, heureusement, pu avoir l'opportunité de le voir dans les vidéos. C'était un joueur extraordinaire, c'est-à-dire on s'en régale de revoir ces images du roi Pelé, dribbleur, feinteur, buteur et surtout très bon joueur fair play. Bon, ça m'a quand même affecté puisque vu les quelques-unes de ces images que j'ai vues, il paraissait quelqu'un d'assez motivé pour ce qu'il faisait. Il est le meilleur joueur de tous les temps. C'est vrai qu'en second, on peut mettre Messi parce que Messi aussi c'est du lourd. Mais le roi Pelé, il a trois Coupes du Monde. Donc personne n'a jamais, aucun joueur n'a 3 Coupes du Monde. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui font des choses, ne savent pas que Pelé les avait déjà fait avant. Tout le monde s'inspire aujourd'hui du jeu de Pelé. Pelé reste et demain celui qui a façonné ce football. Malgré que ce football a été créé par d'autres, mais lui il a façonné ce football. Je pense que le football lui doit beaucoup. L'hommage n'est certainement pas ce qu'on attend. Je pense que la FIFA devrait faire beaucoup de choses sur l'hommage de Pelé. Il y a eu Maradona qui est de peau blanche, bon sans être. Il y a Pelé qui est de peau noire. Ça permet également aux Noirs, c'est-à-dire que de se survolter. Et puis également ça permet quand même un certain équilibre au niveau du Brésil et dans le monde entier. Je pense que ça doit être un livre éternel de l'histoire du football, de l'histoire de la révolution noire, de la révolte noire et de l'émancipation noire et de la reconnaissance des talents universels qui ne sont pas seulement, comme on pourrait dire, d'ordre comme certains veulent souvent le qualifier. Donc Pelé, pour moi, je pense que les générations d'aujourd'hui doivent s'inspirer et regarder les vidéos de Pelé pour améliorer davantage et proposer du bon, du rêve, du bien et du beau. Au Sénégal, l'un des rares pays africains où la légende a étalé son talent, l'on garde le souvenir d'un joueur exceptionnel, l'incarnation du jeu dans toute sa splendeur. C'est un reportage à Dakar de Sedina Habagé et Saliou Démé. En 1967, à Dakar, le roi Pelé dispute un match avec son club de Santos contre une sélection régionale de la capitale sénégalaise. La star brésilienne séduit par son talent et marque un but d'anthologie qui entretient depuis sa légende auprès des amateurs de football. Je n'étais pas au stade, mais on m'a beaucoup raconté son histoire à Dakar, mais je n'ai pas assisté au match. Hein. Il a eu certainement, pendant les séquences du jeu, des défenseurs sénégalais qui ont eu le plaisir de marquer Pelé. Ça c'est important dans l'histoire. Hein. Voilà, j'ai joué avec Pelé déjà, c'est une histoire. Mais je n'ai pas que les Pelé, c'est autre chose. Parmi le lot des inconditionnels du roi Pelé, il y a ceux qui ont découvert le génie du Brésilien via des documentaires. Ils sont ainsi tombés sous le charme de celui qui a révolutionné le football moderne, d'après eux. Pour les nombreux jeunes comme moi qui n'ont pas eu l'occasion ou la chance de voir Pelé sur un terrain, on l'a vu qu'à travers les documentaires, la télé et ce qu'on nous a raconté de lui. Mais même ça, en regardant ces différents documentaires, on sent en fait le génie de Pelé pour révolutionner le football. Le football avant, c'était un peu du kick and rush en fait, de long dégagement, tête et on s'en va. Mais Pelé a apporté cet aspect dribble, cet aspect samba. Il a apporté un peu ce côté artistique du football. Le plus grand footballeur de tous les temps est l'un des meilleurs sportifs de l'histoire. Voilà comment beaucoup de journalistes sportifs sénégalais voient Pelé. C'est sans doute le plus grand. Le plus grand, c'est-à-dire l'impact qu'il a eu, c'est clair qu'aucun des autres ne l'a jamais eu. Tout simplement sur tous les aspects qui ont donné au football une autre dimension. Et je pense que les autres n'ont pas eu cet impact-là. Je pense que les autres générations ont dû quelque part bénéficier quelque peu du travail, de l'influence, de l'impact que Pelé a imprimé au football de sa génération.
Au Sénégal, les amateurs de football retiennent ses dribbles, son génie, son impact sur le jeu et voient en lui la parfaite incarnation du football total. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar. Réaction également au Burkina Faso. À des milliers de kilomètres, la mort du roi Pelé est largement commentée. Et par ceux qui l'admiraient de loin et par d'autres qui ont eu le plaisir de le voir évoluer de plus près. Notre correspondant Lamine Traoré nous en dit davantage. Dans les rues de Ouagadougou, la mort de la légende du football fait réagir. Ils sont nombreux à ne pas l'avoir connu. Ils en ont juste entendu parler. Dire que je l'ai connu, c'est trop dit, je ne l'ai pas connu en tant que footballeur parce qu'on était encore très jeunes, mais nous avons entendu parler de lui. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris, en tout cas, son décès hier. Dès la tendre enfance, nous avons entendu parler du roi Pelé. Jusqu'à ce qu'on grandisse un peu, jusqu'au collège, nous l'avons entendu. On l'a vu très rarement. Bon, il n'y avait pas de télé en notre temps quand il jouait. Ouagadougou était un gros village, mais sur les télés noirs blancs, on le voyait. En étant à l'école, on faisait des dessins sur lui et on faisait de ces petits trucs entre nous là, où est-ce qu'il fallait donner le vrai nom de toutes les stars. Alors, les grands boxeurs, les grands joueurs. Je retiens que son nom était Edson do Nascimento Arantes. Mais il y a cet homme, ce journaliste sportif, aujourd'hui à la retraite, qui a vu en chair et en os le roi Pelé jouer. On s'attendait un peu au pire, mais personne ne veut voir partir une légende. Donc la disparition de Pelé, effectivement, provoque un choc. Ça, c'est inévitable. Et dans les années 66-67, Pelé arrive en Côte d'Ivoire pour jouer un match de gala. Et à l'occasion donc, avec des yeux enfin d'adolescent, j'ai donc regardé Pelé enfin comme tous ceux qui ont eu le privilège d'être au stade Félix Houphouët-Boigny enfin ce jour-là. Malgré le contexte difficile dans lequel vit le Burkina, la crise sécuritaire et ces derniers jours, la crise du carburant, la mort de Pelé ne laisse pas les Burkinabés indifférents. Tant le footballeur a inspiré des générations et les réactions sur les réseaux sociaux le prouvent à souhait. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur le roi Pelé. Autre sujet d'actualité, le verdict est tombé dans le procès des 46 militaires ivoiriens jugés depuis hier à Bamako. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison selon un communiqué du procureur général de la Cour d'appel de Bamako qui vient de tomber. Ces 46 militaires ivoiriens sont aussi condamnés à payer 2 millions de francs CFA chacun. Les 3 femmes qui étaient libérées il y a quelques mois pour raisons humanitaires sont aussi condamnées par contumace. Tous sont donc reconnus coupables d'attentats et complots contre le gouvernement malien, détention, transport et port d'armes, entre autres charges. Le procès de 2 jours s'est tenu à huis clos et l'opinion publique nationale et internationale attendait ce verdict après la fin du procès plus tôt dans la journée. La CEDEAO avait donné au début du mois un ultimatum au pouvoir malien pour qu'il libère ses soldats avant le début de l'année 2023 sous peine de nouvelles sanctions. Et toujours en rapport avec l'Omali, Abdelmadjid Tebboune critique la décision de la junte malienne de s'offrir les services des mercenaires du groupe russe Wagner. L'argent que coûte cette présence de Wagner serait mieux placé et plus utile s'il allait dans le développement du Sahel, a déclaré le président algérien dans un entretien avec le quotidien Le Figaro dans son édition de ce vendredi. Le terrorisme n'est pas ce qui me préoccupe le plus, nous pouvons le vaincre. Je suis beaucoup plus inquiet pour le fait que le Sahel s'enfonce dans la misère. Là-bas, la solution est à 80% économique et à 20% sécuritaire, a-t-il ajouté. Les récents exercices militaires russo-biélorusses ont fait craindre une deuxième invasion de l'Ukraine par le Nord. Alors que les Ukrainiens considèrent le Bélarus comme un agresseur, certains observateurs et membres de l'opposition à Minsk affirment que tous les Biélorusses ne sont pas du côté de la Russie.
Certains Biélorusses ont décidé de prouver leur allégeance à l'Ukraine en rejoignant notamment son armée. Miroslava Gongache a rencontré des membres d'un régiment biélorusse avant qu'il ne soit envoyé au front. C'est un récit de Gabi Dorsil. Les volontaires biélorusses, ennemis du régime du président Alexandre Loukachenko, combattent aux côtés des forces ukrainiennes depuis 2014. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, des centaines de Biélorusses ont décidé de rejoindre les combats et de former ce qui est finalement devenu le régiment Kastus-Kalinochki. Nommé d'après un écrivain et révolutionnaire biélorusse qui a initié un soulèvement contre l'Empire russe en 1863, le régiment de volontaires est composé de quelques centaines de combattants. Les Biélorusses qui pensent que l'Ukraine souffre viennent ici et prennent les armes. Pour leur action, ils montrent que l'Ukraine a besoin d'aide ici et maintenant. Les gars qui rejoignent notre régiment croient que l'Ukraine doit être libérée de l'agression de Poutine et que la Biélorussie doit être libérée de l'agression de Poutine et de Loukachenko. Donc je crois que c'est la base de la nouvelle armée biélorusse. Denis Kitt, qui a servi dans le bataillon ukrainien Azov de 2015 à 2016, a déclaré qu'en se tenant aux côtés des Ukrainiens, ils n'aident pas seulement l'Ukraine, mais se battent aussi pour la liberté de leur propre pays qui, bien qu'indépendant, est un proche allié de la Russie. La Biélorussie est occupée, la culture est détruite, la langue est détruite. Avec notre unité, nous essayons de reconstruire la culture, la langue, et la principale chose que nous voulons montrer, c'est que les vrais Biélorusses existent, ils sont nombreux, ils sont là, ils aident. Il y a encore beaucoup de gens comme nous en Biélorussie, mais ils sont opprimés par le régime. Un instructeur militaire lituanien surnommé Ziggy avance avec les soldats sur le terrain. Il s'assure qu'ils sont prêts pour une vraie bataille et dit qu'il est ici pour venger la souffrance de sa famille sous les Russes. Mes grands-parents ont été envoyés au Goulag en Sibérie. Aujourd'hui, c'est l'occasion de leur rendre la monnaie de leur pièce. Donc c'est ma guerre, pour ma famille, pour mes voisins. Parce que cette guerre peut venir à nos portes, et si ce n'est pas maintenant, peut-être plus tard, nous avons une chance maintenant de stopper Poutine ici. Pour l'instant, de nombreux combattants du régiment pensent qu'une victoire ukrainienne conduira à terme à une Biélorussie libérée de l'influence russe. Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, a déclaré à la Voix de l'Amérique que le gouvernement ukrainien reconnaît et soutient l'apport des combattants étrangers. Je suis reconnaissant aux Géorgiens qui se battent sur notre territoire, aux Moldaves et aux Biélorusses. Les citoyens conscients de tous les pays actuellement occupés par la Fédération de Russie nous aident dans cette lutte. Ils sont conscients qu'ils choisissent non seulement notre liberté, mais aussi la leur. Dès que la guerre sera terminée, ajoute-t-il, tous ces pays seront complètement libérés de l'influence russe et feront enfin partie de l'Europe à laquelle ils appartiennent. Ici aux États-Unis, les déclarations d'impôts de l'ancien président Donald Trump ont été rendues publiques ce vendredi par une commission parlementaire de la Chambre des représentants à l'issue d'une longue bataille judiciaire. Une décision que dénonce l'ancien locataire de la Maison-Blanche. Cette publication donc des feuilles d'impôts de l'ancien président intervient quelques semaines seulement après que la Cour suprême a donné son feu vert. Les documents montrent que Donald Trump n'était pas régulièrement audité par les services des impôts et qu'il payait peu d'impôts en déclarant d'importantes pertes pour ses entreprises. Donald Trump a vivement dénoncé cette décision dans un communiqué, assurant toutefois que ces déclarations ne font que montrer une fois de plus sa réussite. Vous suivez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite après la pause, nous reviendrons au Cameroun où le gouvernement a lancé une guerre contre les ONG qui opèrent dans ce qu'il qualifie de clandestinité et beaucoup y voient un agenda caché de Yaoundé. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul.
Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Au Cameroun, le gouvernement part en guerre contre les organisations non gouvernementales dites clandestines. Le ministère de l'administration territoriale a annoncé que seules 72 ONG sont officiellement reconnues dans le pays. Mais ce nombre contraste avec la prolifération des ONG, surtout dans les régions de l'extrême nord, dans le nord et le sud-ouest en zone anglophone, mais également dans la région de l'Est qui accueille de nombreux réfugiés centrafricains ayant fui la guerre en RCA. Certains accusent d'ailleurs Yaoundé d'avoir un agenda caché derrière cette injonction faite aux ONG de se conformer à la réglementation en vigueur. On fait le point de tout cela avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap. La liste des 72 ONG habilitées à exercer au Cameroun est un document qui n'est malheureusement pas disponible pour le grand public. Une situation qui agace même les structures qui mènent des activités d'ONG au Cameroun. Il nous a été impossible d'en obtenir une copie pour ce reportage. Si vous venez dire qu'il n'existe que 72 ONG, d'abord, vous ne publiez pas la liste des 72 parce que nous qui suivons ce domaine, on a tellement cherché, on a attendu qu'elle soit publiée, elle n'a pas été. Ça démontre à souhait, n'est-ce pas, les jeunesses devaient se saisir de ça, de l'absence de transparence qu'il y a autour de la demande et de l'octroi. C'est une commission technique logée au ministère de l'administration territoriale qui étudie les demandes d'agrément des ONG ou de renouvellement. La loi de 1999 stipule que pour être agréé au statut d'ONG au Cameroun, toute association nationale ou étrangère doit justifier de 3 ans d'activité, en plus d'être détentrice d'un agrément accordé par l'État. Alors qu'on organisait seulement une consultation, la première consultation de haut niveau pour la paix et la réconciliation nationale, alors qu'on avait tout mis en place, alors que les experts étaient déjà au Cameroun, on a vu que le sous-préfet a quand même pris sur lui d'interdire cette haute réunion-là. Selon certaines responsables d'ONG, ce climat délétère entre le gouvernement et les ONG date des années 2013 et 2014. Depuis la lutte contre Boko Haram, les organisations ont commencé à dénoncer le fait que c'est vrai, il y avait une légitimité dans la lutte contre le terrorisme, mais il n'y avait pas de légitimité à violer les droits humains. Alors, ces voix critiques ont commencé à ne pas sonner comme ils veulent que ça sonne, et puis les menaces et les intimidations ont commencé. Pour l'heure, toutes les ONG qui opèrent illégalement au Cameroun ont été appelées à mettre un terme à leurs activités et à se conformer à la réglementation en vigueur. Mais ces ONG ont d'autres obligations vis-à-vis de la loi camerounaise. Je voudrais également rappeler aux responsables des ONG et des associations de la société civile et des droits de l'homme qu'ils ont l'obligation de déposer au ministère de l'administration territoriale qui assure leur tutelle le rapport annuel de leurs activités. C'est une obligation légale. Dans leur rapport annuel, ils ont l'obligation de détailler au franc près les fonds reçus chaque année, l'identité de leurs financiers ou donateurs et l'utilisation de ces fonds au Cameroun. Nous devons aussi connaître les bénéficiaires de leurs actions sur le terrain, qui ne sauraient être des terroristes. Seules 5 nouvelles associations ont acquis un statut d'ONG en 2022, d'après un responsable du ministère de l'administration territoriale ayant requis l'anonymat. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé. À la veille du Nouvel An, les déplacés qui ont fui les affrontements entre les rebelles du M23 et les forces loyalistes de la RDC restent sans espoir de passer des moments festifs avec leurs familles, comme ils le faisaient lorsqu'ils étaient dans leur village.
Plus de 100 000 ménages dispersés dans les différents camps du territoire de Nyiragongo, à une dizaine de kilomètres de Goma, attendent le retour de la paix. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant dans la région, Zanem Neti Zaidi. Amani Biungama est déplacé depuis 3 mois dans les camps de Kanyaruchinya. Il a fui Kibumba dans le territoire de Nyiragongo avec ses 3 enfants et sa femme. Sans aide, il se bat chaque jour pour nourrir sa famille. À l'approche du réveillon des Nouvel An, il n'a aucun espoir de fêter à grande pompe comme il a toujours fait. Son rêve est de voir le retour de la paix. Avant d'être déplacé, j'avais l'habitude de rendre les enfants heureux pendant les festivités et cela me rendait heureux. Je leur achetais des vêtements et de la bonne nourriture à leur goût. Maintenant que nous sommes déplacés, il sera très difficile de faire la fête parce que nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'aide. J'espère que la paix reviendra et que nous pourrons bientôt faire la fête chez nous. Les femmes et les enfants sont les principales victimes des conditions infrahumaines dans ces camps. Ils ne savent pas comment trouver de la nourriture et surtout des médicaments pour lutter contre les épidémies. Certains d'entre eux qui avaient l'habitude de faire la fête avec leur famille sont juste nostalgiques des moments qu'ils passaient en famille lors des festivités, mais ils n'ont aucun espoir de revivre ces bons moments. Ce sera difficile de faire la fête. Il n'y a pas de nourriture, nous sommes affamés ici et il n'y a pas d'argent. Avant, quand on était à la maison, pendant les célébrations, on s'amusait bien. Mes parents m'achetaient des vêtements, on mangeait des frites, de la viande, mais aujourd'hui, on ne pense pas qu'on aura de quoi s'habiller ou de quoi manger. Sendougou Kassera est l'un des responsables du camp. Pour lui, seul le retour de la paix peut satisfaire le déplacé car il leur permettra de retrouver leur vie d'avant. Nous avons oublié les festivités parce que nous avons d'abord faim. En tout cas, nous souffrons depuis plusieurs mois. Nous demandons aux autorités de rétablir la paix et que nous rentrions chez nous. Le 25 décembre, certaines organisations humanitaires ont fait la fête avec une partie des déplacés du camp, mais malgré leur volonté de leur donner les sourires, beaucoup de déplacés n'ont pas été servis. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma. Et avant de clore ce journal, allons à Moscou avec ces images, celles des marchés dits de Noël qui battent leur plein et où on peut voir des décorations élaborées dans tout Moscou avant les traditionnelles célébrations du Nouvel An. En décembre, les Moscovites ont bénéficié d'un temps partiellement enneigé, ce qui a créé une ambiance de vacances. Le jour de l'an est la principale fête saisonnière en Russie, tandis que les croyances orthodoxes célèbrent également Noël le 7 janvier. Cependant, les rappels du conflit ukrainien sont incontournables. Les lettres latines Z, V et O, symboles adoptés par l'armée russe, sont brillamment illuminés près de l'entrée du célèbre parc Gorky de Moscou. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. On vous souhaite d'ici là, qu'est-ce qu'on dit? Bonne fête de fin d'année et de Nouvel An. Voilà.